que c'est utile d'avoir le micro ou est-ce qu'on est suffisamment peu? Non, il faut le micro. D'accord. Bien, monsieur. Donc, je mets le micro. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à cette quatrième, normalement, séquence du cycle sur le travail organisé par l'Université populaire du Niortais. Donc, on a ce soir quelques modifications dans ce qu'on avait prévu initialement. C'est pas aussi grave, si je puis dire, que la fois dernière, parce que la fois dernière, on a dû annuler notre troisième séance pour des raisons de Covid, tout simplement. Et ce soir, on a un petit peu de perturbation pour les mêmes raisons. Et au lieu d'avoir ce qu'on avait prévu initialement 3 intervenants pour faire cette table ronde, nous n'avons que 2 intervenants. Moi, je suis là pour faire l'animation de la table. Et voilà, on a essayé juste avant, si vous étiez présent dans la salle, vous avez peut-être vu, de connecter avec quelqu'un à distance. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Et donc, on va faire plus calmement, puisqu'on a un peu plus de temps, pour que chacun puisse s'exprimer. Mais la table ronde sera un peu moins riche, un tiers de moins riche en tout cas. Donc l'Université populaire de Niortais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne connaît pas, parce qu'on répète toujours la même chose à chaque fois qu'on commence. Donc une association loi de soins qui travaille dans le domaine de l'éducation populaire, qui cherche à diffuser les savoirs, à développer l'esprit critique, ça doit être ça qui est écrit là, et puis à donner des éléments pour comprendre. On est une association qui ne cherche qu'à grossir dans ses rangs, et donc vous pouvez venir nous rejoindre sans problème. Toutes nos activités sont des conférences ou des ateliers ou des tables rondes comme ce soir, et nous sommes les organisateurs de ces sujets. À partir de l'envie de l'un d'entre nous, on décide de travailler sur tel ou tel sujet. C'est la raison pour laquelle on a décidé depuis longtemps, mais la pandémie nous a, comme tout le monde, fait décaler des choses. On a décidé de lancer un sujet autour du travail, puisque pendant la pandémie, on avait plein d'interrogations avec le télétravail, enfin, ou l'absence de travail pour certains, le télétravail pour d'autres, du travail très contraint, je pense aux gens du domaine de la santé. Enfin bref, des interrogations sur le monde du travail. Et donc on a décidé de faire un cycle pour présenter plusieurs facettes, sans être complètement exhaustif bien sûr. Donc la première conférence était une conférence un peu généraliste. C'est quoi le monde du travail aujourd'hui en France, de manière un peu modeste, même si ça peut paraître un peu comme ça. Et donc c'est Claude qui est présent ici, qui nous a remarquablement fait ce balayage, ce tour d'horizon. Si. La vidéo de la séance est en ligne sur notre site internet. La deuxième séance était une focale sur un sujet, on pourrait dire technique, qui est le revenu universel. Et donc on a eu droit à une explication de ce que pouvait ne pas être le revenu universel. Je le résume comme ça, après vous apprécierez ceux qui étaient là, ou ceux qui pourront là aussi regarder la vidéo parce qu'elle est aussi en ligne. Et puis on devait avoir une troisième conférence sur un rêve, sur une projection à un terme inconnu. Et donc la jeune personne qui devait venir n'a pas pu le faire pour des raisons de Covid, comme je disais. Et on a voulu conclure ce cycle, provisoirement bien sûr, en faisant appel à des acteurs locaux pour qu'ils viennent auprès de vous porter témoignage de ce qu'est leur pratique aujourd'hui, pratique qui est dans le monde du travail sans aucun doute, mais qui par certains aspects dénote d'une démarche un petit peu différente du salariat classique ou de l'emploi dans le tertiaire comme on connaît beaucoup à Niort. Et donc on a de manière tout à fait sans aucune représentativité, on a autour de nous imaginé qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme personne, comme groupe, comme expérience qui pourrait parler sur ce sujet. Donc, je vais dire celui qui est absent aujourd'hui et qu'on aurait dû entendre, enfin en tous les cas le sujet. Dans le nord des Deux-Sèvres, vous savez, il y a depuis, je crois que c'est 3 ans, une expérience qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur, et ça existe dans d'autres endroits de France. Et donc on s'était dit que ça pourrait nous être important d'entendre c'est quoi cette pratique, qu'est-ce qui s'y fait. Voilà, donc Bernard Arru, pour ne pas le citer, devait être présent avec nous, et malheureusement il n'a pas pu le faire comme je vous le disais à l'instant. Et puis
peut-être un peu plus proche de nous, mais je vais le faire par la géographie, et sur la suggestion de Claude d'ailleurs. Il y a un certain nombre d'endroits, vous savez, où on pratique du coworking, où on fait des Fab Labs, où on fait ce genre de choses. Donc il y a peut-être, c'est ce qu'on se disait en tous les cas, dans ces lieux, des gens qui ont une pratique un peu particulière, un peu différente. Et donc c'est Pierre Olivier qui va nous parler de sa propre expérience, de sa démarche, puisqu'il travaille dans un espace de coworking dont il nous parlera peut-être un petit peu. Et puis, dans cette nouvelle pratique du travail, on a une critique à faire maintenant qui est autour de l'ubérisation pour dénoncer cette méthode de fonctionnement. Et on s'est dit, mais à Niort, il y a depuis peu une coopérative qui ressemble à 3 personnes, me semble-t-il, et qui s'appelle les Coursiers Niortais, je ne sais pas si vous connaissez, et qui se proposait, en tout cas au départ, ça a un petit peu évolué, on a presque décompté dans la presse hier, se proposait de faire du portage de repas à partir de restaurants de la ville sur commande, vous recevez votre repas chez vous à domicile et les coursiers niortais se déplacent à vélo, si j'ai bien compris, électrifiés sans doute, pas toujours, oui, tout nous dira juste après, voilà, et donc cette pratique de forme de pratique anti-Uber, peut-être, mais il nous dira tout à l'heure davantage, qui nous a semblé important de partager. Voilà, donc c'est Adam qui est un des 3 associés des coursiers niortais. Donc ce qu'on va faire, ce qui est prévu d'être fait en tous les cas, qu'on a organisé ensemble, c'est une série de questions. Et l'idée c'est que chacun d'entre eux, les 2 maintenant, répondent aux mêmes questions. Ces questions, ils les connaissent, ils les ont reçues il y a déjà quelques temps, donc ils ont pu s'y préparer. Vous voyez, ils ont des notes devant eux. Attention, oui. Et il y aura 4 véritables questions, mais il y en a qu'une 0, si je puis dire, qui va consister à ce qu'ils se présentent un petit peu et qui nous disent de là où ils partent, comme on dit. Voilà. J'ai oublié de dire, excuse-moi, Christophe, qu'il y a une caméra devant qui enregistre dans la perspective, là aussi, de faire une vidéo et de la mettre en ligne. Voilà. Donc on commence, je ne sais pas, qui veut commencer le premier? Adam? Allez. Donc pour nous présenter un petit peu l'entreprise, les activités, etc. Enfin, et puis sachant que derrière, tu sais les autres questions qui viennent, donc c'est pas la peine de trop anticiper. Alors, pour présenter l'entreprise, on est 3 associés qui se sont rencontrés en janvier dernier, 2014 précisément, lors d'une réunion Pôle emploi sur le thème de l'économie sociale et solidaire. La réunion était portée par un groupe de restaurateurs, une association maintenant, qui souhaitait en fait développer une offre de livraison de repas à Niort. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mes deux partenaires, du coup, on s'est penché sur la question. On s'est rendu compte qu'il n'y avait effectivement pas d'offre à Niort à part du Uber. C'est un modèle qui ne nous correspondait pas du tout. Donc, on s'est regroupé en fait pour monter cette coopérative du coup à 3. On a lancé notre activité en mai dernier, le 17, il me semble. Et depuis, effectivement, on circule à Niort, on fait de la livraison de repas donc chez le particulier. On a une vingtaine de restaurants maintenant, donc quelques épiceries légalistes. Et voilà, le but c'est de proposer effectivement une alternative à Uber, donc en utilisant des vélos uniquement, pas de scooters, pas de véhicules motorisés. À assistance électrique, parfois, on en a effectivement. Et voilà, pour effectivement proposer une autre alternative que le modèle d'Uber, en fait, tout simplement. Donc, en travaillant avec des restaurants locaux, pas de chaîne pour l'instant. Et voilà. Peut-être un petit mot sur toi, la personne. Ton parcours peut-être, enfin quelques mots. Alors moi, mon parcours, j'ai un BTS en gestion et protection de la nature. Donc ça ne m'orientait pas nécessairement vers ce que je fais actuellement. En fait, j'ai travaillé avant dans les assurances. Vraiment, mon parcours ne colle pas avec ce que je fais. C'est en matière de valeur qu'on s'est retrouvé sur le projet. Donc moi, la dimension écologique me plaisait particulièrement. Karl, le gérant actuel de l'entreprise, était vraiment porté sur l'économie sociale et solidaire de par ses études. Et puis Jérémy, le troisième, effectivement, lui aussi connaissait plutôt bien en matière d'économie sociale et solidaire par son cursus. Voilà. Ok, merci.
On peut poursuivre avec Pierre-Olivier. On a le temps de bien présenter, de prendre le temps. Ça marche. Donc, je vais tout simplement commencer par vous remercier pour l'invitation. Je suis bien content d'être assis à cette table pour partager avec vous. Donc moi je suis Pierre-Olivier, 38 ans, je suis père de 2 enfants de 8 et 4 ans. Je suis marié, en cheminement de couple on va dire depuis 16 ans. Et puis depuis quelques années installé en Gâtine, dans une belle maison traditionnelle à côté de Parthenay. Et finalement quand je prends tout ce package et qu'on parle de travail, j'ai envie de dire que c'est ça en fait mon travail principal. Même si, socialement parlant, c'est jamais trop reconnu. Voilà. Et pour soutenir tout ça sur le plan matériel, effectivement, à côté, j'ai une activité qui me passionne aussi. Et donc, moi, je suis prestataire en location de yurts. Donc, je mène des yurts un petit peu partout sur des événements en France, en Belgique. Ces yurts, elles sont fabriquées made in de Sèvres, donc dans le tiers-lieu qui était évoqué, un tiers-lieu qui se trouve à Saint-Pardon, à côté de Parthenay, qui s'appelle La Fabrique. Voilà. Donc voilà, fabrication locale. Donc ces yurts, elles sont fabriquées par ma conjointe et moi-même. Moi, je m'occupe plus de ce qui est structure, et puis Aurélie s'occupe de tout ce qui est couture des toiles. Je vais qualifier mon activité en disant qu'elle est plutôt saisonnière concernant la location de yurts. J'ai 2 saisons, la saison estivale où je peux plus aller sur des festivals ou des fêtes privées, et puis la saison hivernale qui est vraiment la grosse saison où là ça va être les fêtes de Noël. Les yurts sont pas mal sollicités, donc marché de Noël, station de ski. Et donc, en dehors de ces saisons-là, j'ai une petite astuce pour quand même bien m'occuper. Donc, à savoir que quand les yurts elles ont fait une saison, donc une année, je les propose à la vente d'occasion. Et quand je vends un yurt avec les produits de la vente, ça me permet de refabriquer une. Vu que je l'ai utilisé pendant un an, il y a suffisamment de choses sur lesquelles j'ai buté ou qui m'ont énervé, donc j'ai plein d'idées pour améliorer le concept. Donc à chaque fois, je fabrique des yurts améliorés. Donc ça fait 10 ans que je fabrique des yurts et on va dire 4 ans que je développe vraiment l'activité à location. Voilà. Et ça fait combien de yurts au final de construites ou de combien sont proposés à la location? Actuellement, j'ai un parc de 3 yurts avec lequel je tourne, ce qui me suffit dans mon équilibre économique, on va dire, pour faire flotter tout ça. Oui. Et un petit mot du parcours professionnel, personnel. Parcours, donc moi je fonctionnais bien à l'école, donc on m'a poussé à faire un BTS. Ça marchait bien aussi, donc après j'ai fait un DUT en service et réseau de communication, donc voilà, c'était plus lié à développement de projets multimédia, on va dire ça comme ça, pour faire simple. Et puis quand j'ai eu ça en poche, je n'ai pas voulu travailler derrière un écran toute la journée. Donc j'ai bossé en intérim, je suis parti voyager un petit peu. Et je me suis financé un voyage en Afrique et là-bas j'ai redécouvert, on va dire, le travail du bois et un rêve de gosse, parce que je voulais faire menuisier quand j'étais gamin. Et donc à 24 piges, j'ai repris un CAP de charpente. Voilà. J'ai eu la chance de trouver un patron dans le nord de Sèvres qui m'a transmis l'amour du métier du bois de charpentier et puis l'amour aussi des Deux-Sèvres. Voilà, je suis devenu éleveur à la base, pas très loin. Et voilà, après j'ai rencontré ma belle. On a voyagé pendant 2 ans autour du monde et quand on est revenu, donc ça c'était en 2013, on a créé notre première activité artisanale, on va dire. Moi autour de la fabrication de yurts et elle autour de la couture. Et puis voilà, de fil en aiguille, on est arrivé dans les Deux-Sèvres en 2016. Fil en aiguille, c'est remarquable. Je l'ai pas fait exprès, je l'ai pas fait exprès. Ah non, pas c'est bien. Donc on est installé en Gâtine là, depuis 2016 et donc dans ce tiers-lieu, quasiment à l'origine en fait du tiers-lieu depuis fin 2017. Voilà. Ok.
Ok, merci. On va passer à la première question, et puis à la fin de la première question, à la fin de réponse, entre guillemets, on donne un temps de partage et on fera ça pour chacune des questions qui vont suivre, si vous êtes d'accord. Donc la première question, c'est quoi, pour chacun d'entre vous, et vous à titre individuel, à titre personnel, le motif principal de satisfaction que vous avez dans votre activité actuellement, et surtout pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous satisfait? Il y aura une question juste après qui sera un petit peu plus pour relever les aspects moins plaisants, on va dire. Tu y vas, Adam? Alors, la principale satisfaction, si vous voulez, c'est assez compliqué comme question. Il y en a plusieurs dans ce que je fais. Mais effectivement, la principale, je dirais, c'est l'indépendance. Nous, on s'est vraiment construit assez rapidement à trois, sans jamais avoir fait ce qu'on faisait au préalable. Donc on a appris beaucoup de choses de manière autodidacte sur le tas, et petit à petit on prend effectivement notre envol. On a eu beaucoup de relais, il faut quand même le dire, des gens sur qui on pouvait compter, qui nous aidaient, qui savaient un peu, qui s'y connaissaient pour le coup. Mais petit à petit on commence à effectivement prendre notre indépendance, donc c'est quelque chose qui est assez satisfaisant. Après, dans notre travail en lui-même, on a aussi le bénéfice de travailler avec des gens à une échelle locale, des gens qu'on a déjà rencontrés pour la plupart avant même de travailler avec eux, parce qu'on habitait tous à Niort, on a grandi ici, donc forcément les restaurateurs locaux, on mangeait fréquemment avant, on savait avec qui on avait envie de travailler, avec qui on allait travailler. Et puis on participe au développement du territoire aussi, en proposant des services qui n'étaient pas forcément présents ou implantés ici. À long terme, on n'y est pas encore en matière de finances, mais on comptait créer des emplois, recruter des gens pour rouler avec nous, etc. Donc ça va venir, on n'y est pas, mais voilà, il y a aussi cette utilité sociale qui est plutôt valorisable pour nous. En tout cas, on la garde dans un petit coin de notre tête en attendant que tout s'y prête. À titre personnel, moi j'ai vraiment aimé le côté écologique, la dimension écologique du projet, hein, comme je le disais tout à l'heure. Le fait de ne pas livrer avec des moteurs, de tout faire en vélo, même s'il pleut, etc., c'est satisfaisant. Hein. Quand on a fini notre journée de travail, c'est ce qu'on a fait. Enfin, moi j'ai ce petit côté qui me plaît, ouais, effectivement, de me sentir fatigué après avoir travaillé, j'aime bien ça. Et puis, enfin, il y a aussi les perspectives que ça ouvre, cette activité. Là, on travaille principalement sur la livraison de repas. On est en train aussi de développer une activité logistique, donc plutôt sur du dernier kilomètre en ville, déplacer des colis, etc. Enfin, essayer de décharger un peu le centre-ville. Et puis, derrière, il y a encore d'autres perspectives. En fait, le principe de travailler en vélo, dans une démarche comme ça, assez écologique, avec les valeurs qu'on porte, sur une échelle locale, avec des gens qui connaissent la région, qui connaissent les rues, ça nous permet effectivement de participer à la vie du territoire, tout simplement. On a aussi beaucoup de contacts humains qui se sont faits comme ça, de par notre activité, parce que les gens sont curieux, même quand ils nous voient passer en ville avec les vélos, ils sont intrigués en général, ils se demandent ce qu'on fait. Donc voilà, on a aussi ce petit plan-là qui est assez sympathique, quoi, de parler aux gens dans le cadre de notre travail, en fait, tout simplement, d'y être amené naturellement. Ça, je dirais, c'est vraiment les plans principaux qui apportent de la satisfaction, je pense, à notre travail actuellement. Ok, merci. On va revenir si il y a autre chose qui revient. Et donc pour toi, Pierre-Olivier, c'est quoi les éléments de satisfaction? C'est pareil, hein, je vais mettre un S à satisfaction, oui. Et puis fort heureusement d'ailleurs, hein, c'est faute gourmand. Alors déjà, pour commencer, moi je dirais que mon activité elle est vraiment adaptée à la personne que je suis. Je commence à me connaître et je vais dire que je suis un peu un tout ou rien. Et avec la saisonnalité de location dure, moi ça me correspond bien. C'est-à-dire que l'hiver, je vais faire des journées de malade, je vais dormir 4 heures par nuit, j'enchaîne, je fais des kilomètres, je vends des yaourts. C'est vraiment très intense et puis ça me rend très vivant. Et puis après, sur les mois, là en l'occurrence de janvier, février, mars, c'est la basse mer, la morte saison. Mais c'est aussi très chouette, ça me permet d'être à la maison, en famille,
bricoler chez moi, de tailler mes haies, d'entretenir mes pommiers, et c'est aussi un grand bonheur. Donc voilà, mon siège social, c'est ce qu'on évoquait, et mon atelier sont basés dans un tiers-lieu. Donc c'est un lieu où on expérimente l'être ensemble, le collectif, avec tous les avantages et aussi les inconvénients que ça peut comporter. Voilà, c'est une aventure humaine assez qui est un petit peu challenging, on va dire ça comme ça. J'ai aussi la chance du coup de travailler en collaboration avec ma compagne, donc c'est un petit business de famille, c'est très agréable. C'est aussi quelque chose que c'est une essence un petit peu l'entrepreneuriat que j'essaie de transmettre à mes enfants. Quelque chose pour moi, je pense que c'est quelque chose que je vais pouvoir leur transmettre. Leur transmettre un gros patrimoine, je pense pas, mais au moins leur transmettre des outils pour se débrouiller, ça oui, ça me plaît bien, donc je suis très content de ça, de pouvoir leur partager cette culture-là. La rencontre aussi, c'est vrai que d'installer des yurts en France et Navarre, ça me permet vraiment d'avoir plein de rencontres, un peu à 360 degrés. À titre d'exemple, j'ai pu rencontrer un Texan qui était à l'origine du protocole GSM, donc c'est tout ce qui fait que nos téléphones mobiles marchent, donc c'était passionnant de le rencontrer. Des gens qui gèrent des stations de ski, des conducteurs de dameuses, enfin c'est plein de gens, toute une France, et ça c'est hyper enrichissant. Voilà. Mais je pense que si je dois enlever le S de satisfaction, je pense que mon plus grand bonheur c'est basé sur une observation. Et je serais curieux de voir si tu la partages ou si vous la partagez aussi. C'est qu'à force d'observer tout ça, je me suis aperçu que plus je me développe intérieurement, plus mon activité se développe. C'est-à-dire que plus je me connais moi en fait, plus après je suis en mesure de me positionner facilement pour orienter mon activité. Et en gros, j'établis une sorte de lien entre ce qu'on va appeler le développement personnel, donc le travail sur soi, et le développement entrepreneurial. Pour vous donner un exemple, un jour j'ai voulu être payé la juste valeur de mon travail, j'en avais un peu marre de faire les choses au rabais. Et puis j'ai vu qu'en fait la question principale c'était quelle valeur moi je m'accordais à moi, comment je me valorisais en fait, combien je vaux. Voilà, c'est plein de petits exemples comme ça au cours de mon parcours qui me permettent de tirer cette conclusion. Alors moi c'est vraiment l'axe en fait qui m'anime et je pense que c'est celui-là un peu que je vais développer au fur et à mesure des questions. Voilà, cet axe entre intériorité et extériorité. Donc je dirais que mon entreprise c'est un super terrain de jeu. Moi je m'amuse en fait en bossant parce que ça me permet d'expérimenter plein de choses. Voilà. Merci. Tu veux réagir Adam à la suggestion Pour rebondir sur ce que Pierre-Olivier disait, c'est vrai que je constate à peu près la même chose. C'est plus on se prend en main en fait, plus on apprend de choses sur chacun à titre individuel. Alors je parle pour nous trois au sein de la coopérative. Plus on est maître en fait de ce qui se passe autour de nous. Donc au début effectivement on était assez tributaire de nos interlocuteurs. On avait tendance à se brader même en matière de service et de prix, et puis on s'est rendu compte que effectivement on avait une expertise qu'on était en train de se construire et qui justifiait la valeur qu'on s'accordait en fait, et qu'on n'avait pas forcément à baisser les bras et à dire oui à tout. C'est plutôt agréable de se rendre compte effectivement que la connaissance qu'on prend, que ce soit de manière autodidacte ou par la formation, nous sert derrière à avancer sur le plan professionnel. Ok, merci. Est-ce que ce premier témoignage de voix vous inspire quelques réflexions, quelques questions, notamment peut-être la dernière suggestion là, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la vie perso et la vie d'entreprise, pas autre chose, hein. Mais Claude, pour moi, c'est l'envers du salariat que vous êtes en train de brosser. Parce qu'on dit souvent le salariat, c'est un travail aliénant. Et ce que vous êtes en train de construire, c'est un cheminement, c'est pas un état, c'est clair, mais qui va, il me semble-t-il, à l'envers. Vous le ressentez comme ça? Parce que vous auriez pu faire la même chose en étant salarié. Je suis sûr que non. Pourriez. En tout cas, après, c'est un peu ce qu'on va développer, j'imagine, dans la suite des questions, mais ça questionne le sens, finalement, qu'on
de nos travail. Quand on voit finalement, là, on est en train de voir qu'il y a là, aux États-Unis un grand mouvement où tout le monde démissionne. Moi, je pense pas que ce soit exclu qu'aux entrepreneurs. Je pense que dans le salariat, ça doit être aussi possible. Même, j'ai envie de dire nécessaire aujourd'hui. J'ai un peu l'impression que c'est ça qui est soulevé. C'est là que ça vient nous chercher, j'ai un peu l'impression. Ouais. Je sais pas, moi je dirais qu'on prend plutôt les choses à l'endroit en fait. Ouais, non, c'est intéressant d'aller dans ces logiques-là. C'est très. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas un retour. Pardon. Oui. Est-ce que c'est pas un petit retour en arrière, il y a, je sais pas, 30 ou 40 ans, mais ce qui c'est pas un élément négatif de dire que. Mais il y a jusque dans les années 50, 60, il y avait beaucoup de travailleurs dits indépendants. Si c'est le contraire d'être salarié. Puis après, il y a eu la disparition, je ne sais pas, des petits commerces, des artisans, pour des raisons diverses et variées, notamment liées à la formation, je pense. Hein. C'était quand même l'époque où on disait, moi je l'ai entendu, même il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, si tu travailles pas bien au collège, tu vas finir au CFA. Hein, donc, et finalement, est-ce que vos deux expériences-là, c'est pas un retour le début d'un retour à cette époque-là, puis je partage l'idée que c'est effectivement l'anti-salariat, c'est-à-dire que il y a cette forme d'indépendance, on est son propre chef, ou comme Adam, enfin, vous êtes à trois, mais vous êtes vos propres chefs, et finalement, c'est quand même une sacrée valeur aussi, quoi. On n'est pas emmerdé avec une hiérarchie au-dessus de la tête, quoi. D'accord. Pour la hiérarchie, comment? Ouais, bah après, la hiérarchie, on en a besoin à une certaine échelle, j'imagine. Nous, il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans le sens où Karl est gérant sur papier, on agit de concert, c'est le principe de la coopérative, en fait, on est associés pour le coup. Mais effectivement, la hiérarchie, on en a quand même une à l'intérieur, j'imagine, chacun essaie de respecter certaines règles. Et, même s'il n'y a pas de grand chef à qui on doit rendre du compte, on sait aussi quand même ce pourquoi on fait les choses derrière. Donc, on passe là-dessus, je pense. Ouais, c'est intéressant cette question d'opposer les indépendants et les salariés, ça a toujours été fait. Je sèche un peu là-dessus, je sais pas. Je vois bien que effectivement, il y a un ras-le-bol de la hiérarchie, il y a un ras-le-bol de ce fonctionnement-là en tant que salarié. Je pense que ça pose vraiment question aujourd'hui. Mais je pense que ça va quand même être jouable. En tout cas, dans mes lectures et dans quelques expériences, j'arrive à voir des entreprises qui font des choses un peu différentes avec des salariés, mais effectivement des salariés qui prennent peut-être aussi une place un peu différente. Donc peut-être un salarié qui réinventé en fait. C'est peut-être pas seulement un ras-le-bol de la hiérarchie. Je pense que, pas en partie, mais je pense aussi notamment ceux qui travaillent dans des grosses entreprises, enfin des grands groupes, etc. Je crois qu'ils en ont ras-le-bol de bosser dans les conditions dans lesquelles ils travaillent pour verser des dividendes à des actionnaires. Et ils se disent, merde, même si je gagne un petit peu moins en essayant de créer mon activité, et puis si ça marche, ils ne gagneront pas forcément beaucoup plus, mais ils auront au moins la satisfaction que ça marche. Mais au moins, avec la plus-value que ça dégagera, ce sera dans leur poche et pas celle dans la poche des actionnaires. Je pense qu'actuellement, enfin, avec la période actuelle qui est un peu très bouleversée, moi je trouve que c'est quand même sous-jacent cette idée-là. C'est la question du sens. Voilà, c'est ça. Et du coup, des valeurs intérieures qui prennent de plus en plus de place, effectivement. C'est sûr. C'est plutôt positif. Oui, vous parlez tous les deux de forme d'autodidacte, de découvrir les choses par vous-même. Ça sort très fort. Est-ce qu'il y a aussi des contacts avec tout ce qui va être l'environnement, l'administration, et comment vous êtes perçu et reçu par rapport à tous ces gens qui peuvent éventuellement vous apporter des choses aussi, qui ont sur le plan financier ou sur... Alors nous, en tant que coopérative, on a eu beaucoup de chance. On a bénéficié d'énormément de leviers et de soutien à toutes
toutes les échelles en soi. On a commencé déjà par être sollicité par les restaurateurs, comme je l'évoquais tout à l'heure. On a aussi bénéficié de petits coups de pouce de la communauté d'agglo, la chambre de commerce locale. En soi, les gens, dès qu'on a été les sollicités, ont toujours été réceptifs à ce qu'on proposait. En soi, je pense qu'il y a vraiment l'idée de... l'avantage d'être dans une ville comme Niort, c'est aussi que les projets locaux suscitent de l'intérêt et de la curiosité. Là où j'imagine qu'à Paris, ce serait peut-être plus compliqué d'avoir cette attention. Nous, on trouve des interlocuteurs qui nous donnent le temps, qui nous consacrent et qui effectivement nous donnent des petits coups de pouce dans les domaines où on n'est absolument pas des experts. Par exemple, en matière juridique, on ne s'y connaissait pas du tout, on a dû rédiger nos statuts, on a eu l'aide de l'URSCOP, une régionale des scores, par exemple. Enfin, de ce côté-là, nous, on a toujours été bien reçus, en tout cas, je ne sais pas pour toi, Pierre-Olivier, mais nos interlocuteurs ont toujours été bienveillants en matière d'aide, de support. Tout ce qu'on a pu demander, on l'a eu généralement. Oui, j'ai exactement le même témoignage à apporter. Finalement, quand on arrive avec des projets comme ça, qui sont peut-être un peu atypiques, mais qu'on y croit vraiment, finalement, les interlocuteurs de quelque administration qu'ils soient, ils sont contents. Même les banquiers, j'ai essayé de défendre mon projet, bon, c'était compliqué pour eux de me mettre dans une case, mais au final, avec mon enthousiasme, ils étaient... on sentait une volonté d'aider en tout cas. Et après, j'ai eu aussi des super partenariats auprès de la CCI, auprès de la CMA, auprès d'autres organismes. Je me sens très soutenu. À partir du moment où on arrive avec une démarche professionnelle et qu'on parle quand même ce langage-là, parce que c'est quand même le cadre dans lequel on évolue, en face, on a toujours des gens pour raisonner. On est quand même super bien en France pour ça, comme ça, je ne l'oublie pas. On est vraiment super accompagnés. On a une sacrée chance avec tous les modèles d'entreprise qu'on peut avoir, les statuts, enfin c'est un outil formidable en fait quand même. Vos pérégrinations donc, dans le monde vous ont fait travailler aussi pendant ce délai. Vous comparez par rapport à ça? Oui, un petit peu en quelque sorte. Ouais. C'est vrai qu'on a eu l'occasion avec ma compagne de voyager pendant 2 ans avec le projet de voir un peu comment ça pouvait se passer, mais plus en mode de travail contre JT couvert, donc c'était pas des... Voilà, c'était simple. Mais au-delà de ça, moi je m'intéresse un peu à la géopolitique, et j'ai quelques amis qui vivent dans d'autres pays, ça me permet aussi de pouvoir comparer, effectivement, de dire qu'on est privilégié ici. Ok, c'est des propos rassurants en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de propos. Donc la démarche d'entreprise, c'est toujours très compliqué, on va attendre les jours tout le temps. Enfin, voilà, je pense que je vais vous demander de la refaire. Je crois que vous avez un mot important, c'est l'enthousiasme. Et c'est vrai que le banquier a entendu ça. Moi, quand je vous entends parler, c'est ce qui m'apparaît. C'est votre enthousiasme, vous aussi, votre envie de faire des choses. Et je crois que ça devait compter beaucoup dans toutes les démarches que vous avez dû faire. Complètement, ouais. C'est sûr qu'après, il y a des challenges, mais si le moteur est là, on est en pleine montagne. Une autre question aussi. Oh, oui, terre à terre. Comment se passe pour excusez-moi. Les relations avec les gens qui travaillent pour Uber actuellement? Comment c'est est-ce que là il y a de la bienveillance ou pas Je ne sais pas malveillant, je n'ai pas des clous sur la route derrière nous pour les sortir du marché, non, mais on a eu des petites critiques sur notre page Facebook, des gens qui n'avaient jamais commandé, on voit, enfin on le sait, on n'a pas non plus un panel de clients hyper large, qui commentaient en disant que si c'était livré froid, c'est que c'était livré Uber, mais bon après, on n'est pas vraiment concurrents, dans le sens où ils livrent en scooter sur des zones énormes, nous on est en vélo, on propose pas le même service, pas les mêmes restaurants. Il n'y a pas vraiment de concurrence à proprement parler, c'est surtout sur la forme de l'entreprise en soi qu'on est opposé. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de malveillance, on se fait des signes quand même en passant. Enfin, voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de rancœur ni d'un côté ni de l'autre, je pense. Est-ce que vos vélos ont un signe distinctif? Est-ce qu'on peut vous voir, vous repérer? Alors, on a 2 vélos cargo donc qui ont un plateau à l'avant, en fait,
Les vélos sont assez repérables. Sinon, c'est des vélos normaux, standards, malheureusement. Pour l'instant, on n'a pas encore de petits fanions derrière. Vous nous verrez peut-être passer avec une grosse remorque maintenant. On a une remorque qui prend un volume assez important, jusqu'à 300 kg. On attache derrière les vélos, donc ça va commencer à se voir un peu plus. Mais il y a quand même encore des vélos standards. Ok, merci. 300 kilos, là, tous les... On commence à avoir un petit coup de mollet, ça va commencer à se faire. Alors, si vous voulez bien, on passe à la seconde interpellation qui nous fait un peu cheminer davantage. La question, c'est pour que votre activité actuelle puisse devenir encore plus satisfaisante, qu'est-ce qu'il faudrait imaginer, qu'est-ce qu'il faudrait inventer, qu'est-ce qu'il faudrait obtenir comme dispositif, comme moyen, comme modalité. Si vous aviez la baguette magique, ce serait quoi la liste au Père Noël que vous aimeriez avoir pour que votre activité soit au top? Alors, pour commencer, j'imagine que si j'avais vraiment la baguette magique absolue, ce serait créer des pistes cyclables partout. Pas des petites bandes qui apparaissent et disparaissent dans des endroits bizarres. Il faudrait des vraies pistes et des réseaux cyclables propres. Pas là où il y a les nids-poules, on se dit bon, on ne peut pas l'utiliser, du coup, avec les vélos, ça ne marche pas pour les vélos non plus. Du coup. Ça, c'est le premier truc, vraiment. L'aménagement de l'espace urbain devrait, à mon sens, être repensé pour être plus sécuritaire pour les vélos et puis permettre plus de fluidité pour tout le monde aussi, éviter même d'irriter les gens en voiture. Des fois, il y a des endroits où c'est inévitable de ralentir la circulation. Et pour conduire aussi une voiture, je sais que c'est agaçant. Ça, je l'entends. Après, d'un point de vue plus pragmatique, je dirais aussi limiter la concurrence déloyale. On parlait de Uber, la libéralisation. Bénéficier un peu de vide juridique, entre autres. Enfin, sur ce qui est les moteurs, pour l'instant, c'est pas vraiment cadré. Ça nous met dans des positions assez compliquées. Nous autres, en tant que coopérative, on ne peut pas forcément rivaliser avec eux en fait, en matière de moyens, que ce soit sur la communication ou autre. Ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses que nous, sachant que derrière, ils ne rentrent pas dans le cadre légal des contrats qui revendiquent en fait. Donc c'est pas quelque chose qui nous mettrait. Un peu de loyauté, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Ouais, et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait souligner d'autre? Une baguette magique, on resterait vraiment sur tous ces concurrents-là, en fait, les énormes plateformes qui sont pas rentables, mais qui bénéficient ici de levées de fonds par leurs actionnaires, qui leur permettent de rester à flot alors qu'ils ont des procès partout. Enfin, on ne comprend pas vraiment, mais ce petit nœud-là, on ferait bien disparaître. On comprend bien, on l'imagine. En matière de gros problèmes, après, franchement, en dehors de ça, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose, nous, qui soit... En fait, on a plus de solutions sous les yeux que de problèmes dans ce qu'on exerce comme activité. On sait que ça va venir, ça va tendre vers la décarbonisation, etc. Donc, il faut dire qu'il y a de l'avenir en soi. On pense, en tout cas, on espère. Le temps va faire son service. Exactement. Ok. Et pour les yachts, il y a besoin de quoi? Il faut des paratonnerres, Il y a une magique. Moi, je vais continuer un petit peu aussi dans l'axe que j'ai commencé. Aussi, pour que l'activité soit encore plus satisfaisante, je suis plus allé m'interroger moi, en fait. Toujours dans cette idée d'intériorité vers l'extérieur. Et en fait, je me suis aperçu que ça tient vraiment en quelques mots. Et moi, je n'aurais pas besoin de grande technologie, pas besoin de milliards pour investir. C'est juste tout simplement être plus dans l'être et moins dans l'avoir. C'est vraiment ce que je me souhaiterais pour que ce soit encore mieux. Donc, porter plus de conscience dans le fait que je suis ce que je vais appeler un écosystème. J'aime beaucoup la métaphore organique pour parler un petit peu de tout ça. Et un écosystème au sein d'un écosystème un petit peu plus vaste. Et donc quand je vois par exemple le fonctionnement d'une forêt avec tous ces arbres, et si un arbre malade, ça pénalise les autres. Donc à l'inverse, si un arbre est vraiment en pleine forme, il va aussi aggrader les autres. C'est un mot que j'aime bien aussi, il va aider les autres à s'améliorer. Donc c'est ce que je me souhaite. Si ma boîte elle est en pleine forme, je sais que mes fournisseurs ils vont être un peu mieux, mes clients aussi. Donc c'est un petit peu des valeurs comme ça que je cherche à développer.
Je cherche aussi à développer ce que j'appelle ma qualité de présence, c'est-à-dire quand je suis en famille, que je sois vraiment là. Quand je suis à faire mon travail administratif, que j'y sois aussi vraiment. Mais aussi quand je suis à 2000 mètres en train d'installer une yourte à la Plagne, que j'y sois aussi vraiment. C'est vraiment une intensité de présence, je vois que c'est assez fondamental. Et il y a un terme que j'ai découvert dans des livres qui me parle pas mal, qu'on appelle le presencing, qui est un mélange entre présence et sensing, qui permet vraiment, quand on est dans l'intensité du moment présent, on arrive à recevoir, on va dire, des informations qui nous permettent de mieux appréhender la suite, de mieux se positionner, de se comprendre. Et la dernière chose, une baguette magique, moi j'aimerais bien être équipé d'une caisse à outils pour vraiment bien fonctionner efficacement en collectif. J'entends parler donc d'entreprises qui fonctionnent sans hiérarchie, où les prises de décision, du coup, elles ne se font pas forcément par ceux qui sont en haut de la pyramide, ni par le consensus. Il y a des choses un petit peu différentes qui commencent à émerger. Ça nécessite vraiment une sorte d'intelligence collective et bon, ça me ferait vraiment envie d'être capable de ça, parce que j'aimerais bien m'y diriger. Voilà. C'est curieux pour un travailleur indépendant que de revendiquer, de vouloir aller sur le champ du collectif. Pas du tout, parce que c'est l'écosystème dans l'écosystème. Je suis un écosystème indépendant, mais je suis complètement lié à mes collègues dans le tiers-lieu, je suis complètement lié à la coopérative à laquelle je suis adhérent, celle qui me fournit les matériaux, et on est tous interdépendants. J'ai un autre collègue que je viens de rencontrer qui fait le même métier que moi. Finalement, on a des liens, et donc c'est vraiment ces imbrications qui sont fondamentales. Mais par contre, effectivement, je revendique aussi mon indépendance et je l'assume. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Ok. Des choses à rajouter là-dedans? Non? Je réfléchissais, mais non, je pense que j'ai tout dit sur ce que je ne peux pas faire disparaître avec la baguette magique. Alors, est-ce que ces réponses à cette question vous inspirent des questions à votre tour, ou des remarques, ou des réflexions? Justement, sur l'histoire du tiers-lieu, là, vous pourriez développer un petit peu, là, vous dites que vous fabriquez dans le tiers-lieu, Oui. Oui. Donc, le tiers-lieu La Fabrique, c'est des ateliers partagés où donc on peut travailler le métal, on peut travailler le bois et les matériaux textiles. Et donc, c'est le propriétaire du lieu, c'est une SCI. Le gérant du lieu, c'est une association avec un conseil d'administration. Et donc, les services proposés, c'est la location de l'espace. Par exemple, pour moi, ce qui me concerne, de l'atelier bois. Donc, quand j'ai besoin de l'atelier bois, je m'inscris. Il y a un parc machine qui pour moi me permet du coup de fabriquer mes œuvres. Et donc on est actuellement, on commence à être pas mal à utiliser les lieux. C'est vrai qu'on est 5 ou 6 artisans, peut-être un peu plus maintenant, artistes et artisans à utiliser les lieux, donc à partager, voilà, s'organiser ensemble pour tiens, lundi, mardi, c'est toi qui bosses, mercredi, je vais faire telle opération, jeudi, tiens, on accueille un nouveau, on veut lui montrer comment ça marche. Vendredi, on se retrouve tous ensemble et puis on discute un petit peu de ce qu'il y a à faire par la suite, des travaux à faire, etc. C'est aussi, c'est pas que ça, c'est aussi donc, un espace de coworking où effectivement des travailleurs indépendants peuvent venir se poser, partager aussi des moments ensemble. On a un marché hebdomadaire qui a lieu tous les vendredis, où c'est l'occasion pour les gens du coin de se retrouver, de se rencontrer, et une occasion aussi pour nous en tant qu'utilisateurs du lieu d'avoir des moments informels entre nous où finalement on voit qu'il y a plein d'idées qui peuvent émerger aussi. Donc, et voilà, une salle associative qui est en cours de finition, enfin plein de choses en développement, un lieu où on ouvre un peu le champ des possibles. Tout à l'heure tu parlais de hiérarchie, est-ce qu'il y a de la hiérarchie, comment? Bonne question. C'est quand même, effectivement, c'est quand même compliqué, je pense, de se libérer de ça. On est constitué en asso collégial, donc au niveau du bureau, c'est de la coprésidence partagée. Donc il y a quand même cette réflexion qui est en cours, mais je pense qu'après, humainement parlant,
c'est quand même très dur de se détacher des locomotives, par exemple, des gens qui vont être vraiment dans l'avant et qui, malgré eux, j'ai presque envie de dire, prennent de la place. Et puis aux autres qui ne savent pas forcément prendre la place. Donc c'est pas de la hiérarchie brute, pyramidale, comme on peut avoir en entreprise, on reste quand même dans une asso, mais on s'aperçoit que, il y en a qui vont prendre plus de pouvoir, peut-être malgré eux, et d'autres qui n'en prennent pas assez. C'est complexe de se détacher de ça. Mais, le marché dont vous parlez, c'est un marché de produits artisanaux? C'est plus un marché des producteurs locaux, donc on a des légumes, donc quelqu'un qui revend des légumes et qui fournit les restaurants du coin. De temps en temps, une apicultrice. On a un paysan qui fait de la farine. Qu'est-ce qu'on a? Le fromage, voilà. J'attendais que Claude me souffle. C'est ça. Ouais. Ça, c'est tous les vendredis. C'est ça, ouais. Puis il y a les potes. C'est vrai, effectivement. Puis, un Pizzaiolo. pizzaiolo et puis une crêpière. On va dire c'est comme ça. Oui. Je vais essayer de poser la question le plus clairement possible sur le lien que tu fais entre la boîte à outils collectif et ce que tu viens de dire sur le fonctionnement d'une asso dans laquelle tu exerces ton activité professionnelle. C'est clair? Je vais répondre et puis tu me diras si c'est très simple. Et en rebondissant justement sur la question de la hiérarchie, où j'expliquais que on constate que malgré nous, je le répète, il y a des gens qui prennent plus de place que d'autres. Et c'est peut-être ça en fait, c'est ça que je nous souhaite finalement dans les collectifs, d'avoir ces boîtes à outils pour reconnaître du coup ces fonctionnements-là, essayer de prendre du recul, d'avoir des temps ensemble pour verbaliser ça, pour dire écoute, tiens, je trouve que t'en fais un peu trop, qu'est-ce que t'en penses, et puis toi c'est dommage que tu prennes pas ta place, pourtant t'as des qualités, tu vois, enfin, et moi je sais pas si je réponds bien à la question, mais je trouve qu'on n'est pas équipé justement pour fonctionner en collectif. Encore aujourd'hui, même si on a envie et besoin d'y aller, moi en tout cas personnellement, je me sens limité en fait. Et, je trouve ça terrible, quoi. Ça me frustre, mais c'est positif, ça me donne envie d'apprendre. Je sais pas si. Ah oui, c'est de voir comment toi tu faisais le lien. Oui. Oui, je voulais demander à Adam, qu'est-ce qui fait, c'est pas, j'ai bien une idée, mais qu'est-ce qui fait que les gens viennent vous demander vous plutôt que la concurrence? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là viennent vers vous? Alors, il y a plusieurs choses. De prime abord, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler du projet depuis le début, enfin, dans notre clientèle, je parle bien sûr, mais ceux qui commandent beaucoup, c'est des gens qui nous supportent, parce qu'ils supportent l'initiative de base, en fait, ils en ont entendu parler soit par les restaurateurs, soit lors des réunions qu'on a pu donner avant de lancer le projet via la presse, soit via d'autres acteurs qui sont intervenus, comme que ce soit l'URSCOP, la région ou autre. Ça fait déjà pas mal de possibilités de bouche à oreille en fait, qui auraient pu donner de l'intérêt aux gens. Après, en dehors de ça, il y a les valeurs du projet, que ce soit l'écologie, l'économie sociale et solidaire, on est en plein dedans. Beaucoup de gens qui commandent chez nous n'avaient jamais commandé chez Uber au préalable. En fait, ils ont découvert même la livraison de nourriture à domicile via notre activité. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi cette idée de valeur prônée par l'aspect coopératif, et puis l'écologie, en plus, une dimension écologique qui plaise. Voilà. Après, c'est des conjectures, encore une fois, je n'ai pas eu la chance d'échanger avec assez de gens. Et sur le plan économique, est-ce que sur les tarifs, je veux dire, est-ce que les gens, c'est ça ou est-ce que c'est la valeur vraiment du projet qui prend le dessus? C'est-à-dire que comme on va acheter en bio parce qu'on dit on veut faire vivre tel producteur ou tel, plutôt même si c'est un peu plus cher, est-ce que c'est la démarche aussi qu'il y a pour vous? Au lancement, on avait des tarifs plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peu près sur la même ligne que Uber.
Mais au lancement, on avait des prix plus élevés. Je pense qu'on peut en tirer la conclusion que quand même si les gens soutiennent, c'est quand même mieux d'être dans des tarifs plus abordables. Maintenant qu'on on a baissé et qu'on est à peu près aligné sur Uber, honnêtement, notre volume a nettement grimpé. Après, on avait quand même du un volume certain, hein, on continue, mais ça grimpait pas suffisamment, je pense, par rapport à ce que ça aurait pu faire si on avait directement aligné nos prix sur la concurrence. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Parce qu'on peut effectivement produire quelque chose de plus élevé en matière de tarification. Après, il y aura moins de demandes forcément, mais il y en aura quand même. Et justement, est-ce qu'il y a une marge sur la qualité du service par rapport à ces compléments-là? C'est-à-dire le petit plus qui fait que ça justifie un tarif plus élevé? Ou est-ce que c'est pas différenciable? Le petit plus, là, encore une fois, c'est des conjectures, il y a des livreurs qui sont très bien. Mais voilà, nous, je pars du postulat qu'on arrive, on dit bonjour, on se présente, on donne le plat, on essaie de livrer chaud. On ne va pas prendre 5 plats dans notre sac pour rentabiliser un maximum notre tournée. Le but, c'est de livrer chaud. On a un délai qu'on respecte, qui est assez stable. En matière de règles d'hygiène, on est calé, on est correct. C'est des petits détails comme ça se voit peut-être pas forcément à l'œil, mais nous, on sait que c'est important. Quand on livre un sac de nourriture, voilà, on ne va pas descendre les trottoirs à toute vitesse parce qu'on sait qu'on a envie d'avoir de la pizza tant sur la pizza et pas dans le carton. Enfin, c'est des petites choses comme ça qu'on sait. Après, effectivement, ça peut arriver qu'on fasse des bourdes hein, comme tous les livreurs, bien entendu, mais je pense que c'est sur des détails comme ça que la différence se fait, bien sûr. Après, encore une fois, il y a des livreurs qui sont très bien, donc je ne vais pas généraliser non plus sur l'ensemble de la concurrence. Bon, j'ai une question aussi pour Adam. Comment se fait le lien avec les fournisseurs de services, donc les restaurateurs? Alors, vous les démarchez c'est nous qui les démarchons. Initialement, on avait été, comme je le disais, contacté par un collectif de restaurateurs qui s'est maintenant monté en association. Et après ça, on a en fait lancé l'activité avec eux. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu rejoindre tout de suite pour des raisons assez logiques. En fait, il y avait eu des confinements à l'époque, donc ça avait relancé leur activité. Enfin, voilà, donc on a commencé avec moins de restaurants prévus initialement. Et du coup, on a fait un démarchage d'autres enseignes. Maintenant, on a contacté donc pas mal de restaurants sur Niort, si ce n'est, pour ne pas dire tous, mais une grosse quantité de restaurants. La plupart n'avaient pas forcément entendu parler de nous au début, donc ils avaient y avoir une défiance. Maintenant, on a des nouveaux contacts, soit parce que des clients, eux, leur ont parlé de nous, ou parce qu'effectivement, ils ont pensé à ce qu'on leur avait dit il y a quelques temps, et ils ont entendu parler de nous par X ou Y voix, et donc ils nous relancent. Mais effectivement, ça venait quand même d'un démarchage de notre part initialement. Qu'est-ce qui différencie votre statut des personnes qui travaillent chez Uber, par exemple en termes de conditions d'horaire, peut-être, en termes de conditions sociales, salaire, etc. Alors nous, en matière pour la faire très simple, ils sont auto-entrepreneurs, donc c'est vraiment un contrat micro-entreprise, ils ont des statuts qui sont pré-rédigés, donc ils peuvent travailler absolument toute la journée, 24 heures d'affilée s'ils le veulent chez Uber, pour une paie qui sera déterminée à la course, si vous voulez. Nous, on s'est monté en coopérative, donc c'est assez différent dans le sens où on est tous les trois associés et salariés, et que derrière on compte créer des emplois. Donc derrière on va recruter d'autres gens. Nous on est tous salariés actuellement, on est payés sur un socle d'heures. Pour l'instant on se paye à 20 heures parce que voilà, la trésorerie ne permet pas. Mais c'est autre chose. Voilà. Dans l'immédiat, on est quand même salariés. On a une couverture en matière d'assurance pour l'activité qu'on exerce, là où des livreurs Uber n'en auront pas. Et puis une prévention, une prévoyance derrière, qu'on cotise pour la retraite, etc. Là où un auto-entrepreneur, encore une fois, n'a pas de cotisation pour sa retraite. Il doit dégager de son salaire toutes les cotisations sociales auxquelles il ne peut pas prétendre. En fait. Dans les grandes lignes, je pense que j'ai tout résumé. Oui. Par rapport aux questions qu'on se pose justement au titre de la table ronde sur la révolution du travail, alors
Des livreurs, il y en a toujours eu. Des gens qui fabriquent des cabanes, c'est pas péjoratif, hein, comme je dis, il y en a toujours eu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez évoqué l'indépendance, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vos métiers sont de nouveaux métiers où on est dans quelque chose qui change complètement la manière de faire ces métiers? Et, bon, voilà. Vous avez 3 minutes. Il ne fallait pas l'inviter celui-là. Il va le faire autrement. Je sais pas, moi, ce qui me viendrait là, je ne sais pas si c'est un bon élément de réponse, faudra me dire, mais c'est peut-être la notion de service qui change un peu. Je pense qu'on est dans une société qui est très en recherche de ces services. C'est peut-être ça une piste de réponse à explorer qui fait qu'il y a plein de métiers qui se créent parce qu'il y a des demandes en fait de services nouveaux, de choses qui innovent. C'est un peu ça qui me vient. J'aurais tendance à aller dans le même sens. En soi, on le voit d'autant plus avec la crise de la Covid. Hein. Il y a beaucoup de besoins qui n'étaient pas forcément présents auparavant, qui sont devenus, et après qu'ils sont restés, dès lors qu'on a parlé de déconfinement ou autre, et des habitudes que les Français ont prises. Je pense qu'on peut constater à l'échelle mondiale, hein, en matière de consommation, qui sont restés. Je parle en matière de livraison de nourriture, mais ça vaut pour la livraison de beaucoup de choses. Hein. Une explosion des commandes chez Amazon, on l'a pu le voir, enfin toutes ces choses-là, c'est des nouveaux modes de consommation qui sont auxquels il faut trouver une réponse en fait. Nous on s'est positionné sur la livraison, Pierre Olivier sur les yurts. Effectivement, c'est des choses qui se développent, entre guillemets, c'est des besoins et des services qui sont de plus en plus demandés. En fait. C'est pertinent, je pense, de se positionner là-dessus. Ouais, je rebondis aussi sur ça. Du coup, avec le marché de la yourte, c'est un marché intéressant parce que je dirais que la yourte, elle représente une sorte de rêve de cette petite cabane qu'on met un peu au fond du jardin et dans laquelle on pourrait aspirer à des projets un peu nouveaux, un nouveau mode de vie. Et effectivement, les demandes, elles ont explosé. Moi, je vois tous les collègues qui fabriquent des yourtes, ils ont des délais à 1 an. Ça s'était jamais vu avant. Et moi, avec mes yourtes d'occasion, c'est vite partir, quoi. Ça, j'en ai aucun doute. Donc, c'est peut-être ça, ouais, effectivement, qui fait que c'est des métiers qui se créent parce que, ouais, il y a d'autres aspirations. Ouais. Peut-être pour rebondir sur la question de Philippe, quand vous vous présentez, est-ce que vous dites votre différence? Ou est-ce qu'au contraire, vous ne mentionnez pas de différence avec le reste de votre travail? Je crois que c'était un peu ça le sens de la question aussi. Alors, nous, en matière de livraison, effectivement, on précise quand même qu'on ne fait que de la livraison à vélo. C'est important de le dire. En matière d'attente du client, ça peut faire la différence. Et puis effectivement, c'est quelque chose qui on accorde de l'importance, c'est notre signature. En fait, la course à vélo, on ne fait que ça, on ne fera que ça. On n'a pas rédigé le statut de manière à avoir un moteur si on voulait. On aurait pu faire en sorte d'avoir un camion en plus. C'était pas le but de notre activité. Donc oui, effectivement, on se présente bien en tant que coursier à vélo et non pas coursier. Ok. Pierre, vas-y. Oui, sur le plan économique, donc, tout à l'heure, tu disais que vous faisiez des livraisons de repas, et puis vous dirigiez vers du transport de colis ou quelque chose comme ça. Exactement. Et alors, quelle est la part dans votre entreprise de ce volume-là? Est-ce que c'est développable? Est-ce que économiquement ça peut... La logistique, ça faire augmenter votre nombre d'heures, passer à 30 heures par exemple? C'est le but, hein, en soi, on fait largement 5 heures par semaine chacun là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais le but, c'est effectivement d'avoir l'activité toute la journée, parce que là, on est sur des services de restaurants. C'est assez limitant en matière d'activité, il y a vraiment des pics. Les gens aiment bien manger à peu près en même temps en plus. Donc c'est quand même assez restreint. Donc le but, ce serait d'avoir l'activité sur la journée aussi. Le matin, par exemple, avec la livraison de colis, l'après-midi avec la livraison d'autres choses. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, parce qu'il y a des choses qui sont encore sur le feu, mais voilà, dans l'idée, là, on va commencer rapidement, peut-être la semaine prochaine, normalement, à faire la livraison de colis sur la matinée. On a des potentiels contrats avec un traiteur
qui en travaillerait l'après-midi. Voilà, il y a des choses qui nous permettraient d'avoir une activité plus élargie en matière de créneaux et donc de générer plus d'argent et bientôt d'embaucher quelqu'un comme on le souhaite depuis le début. Ok. On peut passer à... Est-ce que j'ai le droit aussi de poser une question? Est-ce qu'on n'a pas trop le temps? C'est bon, c'est bon. Moi, j'aimerais bien revenir du coup sur les boîtes à outils du collectif. Si tu veux bien, tu fais partie d'Innoscope, qui est quand même un modèle d'entreprise assez innovant, on va dire ça quand même. Hein. Et est-ce qu'on vous fournit du coup des boîtes à outils pour que A3 en collectif du coup vous appreniez les outils pour que ça se passe bien? Je vais dire humainement parlant, c'est l'axe qui m'intéresse de compléter. Alors je pense que humainement parlant, on aimerait tous avoir une boîte à outils pour les autres, mais non, on a appris à se connaître. Moi j'avais de la chance, je connaissais déjà Jérémy, un de mes associés, donc de par le lycée. On a rencontré Karl, donc on était déjà entre guillemets un peu en coalition, un peu contraints, mais c'est pas ce qui s'est passé. On se connaissait déjà, donc il y avait à briser la glace qu'avec une personne. Ça a été un gros plus déjà dans notre entreprise, je pense, là où si on avait été 3 vrais inconnus, il aurait fallu qu'on apprenne tous vraiment à se connaître individuellement. Là c'était plus simple dans le sens où Jérémy pouvait répondre de moi, je pouvais répondre de Jérémy, et on avait juste en fait à intégrer Karl dans notre logique, c'était pas si compliqué. Après, il y a toujours des points, effectivement, où c'est bancal. On n'a pas le même mode de fonctionnement. J'ai mes limites, Jérémy a les siennes, Karl a les siennes. Maintenant, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, on commence à savoir ce sur quoi on peut reléguer en fait, aux autres des responsabilités que moi je ne prends pas, que je laisse à Karl laisse des responsabilités à Jérémy m'en laisse, et vice-versa, bien sûr. Mais ça demande juste du temps, en fait. Malheureusement, il n'y a pas de secret pour travailler ensemble, c'est du temps, de la patience pour tout le monde, hein, dans tous les sens, comme tu dis, il y en a qui prennent le pas sur l'autre, c'est comme ça, c'est humain. Voilà, la boîte à outils soulève des toutes questions. Oui, on voudrait savoir, dans le cas de la coopérative, si l'âge des coopérateurs a une influence sur la coopération. Je pense pas, on a quand même... C'est-à-dire que dans la boîte à outils, si vous n'avez pas trop d'écart d'âge, donc une expérience qui est à peu près similaire, alors que si on est des coopérateurs, mais des très jeunes et puis des beaucoup plus anciens, la boîte à outils est peut-être plus difficile à mettre en œuvre. Ça peut jouer, j'imagine que si on avait effectivement plus d'écart, il pourrait y avoir des terrains d'entente plus compliqués à approcher. Après, on a quand même une fourchette d'âge de 10 ans d'écart entre les associés, donc nous, sans être forcément conséquent, ça reste quand même, il y a quand même un petit écart en matière de mode de pensée, enfin pas de mode de pensée, parce que c'est ça, mais d'expérience de la vie en général, mais qui n'a pas été infranchissable, hein, au contraire, je pense qu'on a tous des choses à apporter en fait à notre échelle. Et vous avez recruté quelqu'un de vos âges? Alors on n'a pas de profil en tête, hein. Le but c'est pas... ouais, à la rigueur des gros volets, voilà. Il n'y a pas vraiment de critères d'âge dans notre tête, hein. On est plutôt... non, le but c'est plutôt que le feeling passe bien, qu'on se sente bien de travailler avec ces personnes. Et, voilà. L'âge, la question, c'est pas une priorité pour nous. Ok. C'est pour moi Oui, vas-y. Oui, moi j'avais. L'Urscope n'a pas de réflexion justement sur cette question-là de la gestion humaine. Je me posais la question parce que on a parlé du point de vue des statuts, ça je m'attendais bien là. Et je ne sais pas du tout. Alors, en matière de. Si vous voulez, l'Urscope, c'est un partenaire. On a rejoint leur réseau, mais ils n'ont pas de gestion dans la boîte, en fait, à proprement parler. Oui. Et du coup, j'ai pas saisi la question. Non, mais j'imaginais qu'ils auraient pu vous proposer un mode de fonctionnement. Une assistance, un guidage. Alors, si on veut les appeler pour leur demander des conseils et de l'expertise, ça c'est toujours possible, effectivement. Après, depuis le lancement, on n'a pas eu de crise à gérer qui requérait, heureusement, ça passe bien, mais on n'a pas eu de crise à gérer qui requérait un interlocuteur extérieur. Après, effectivement, si ça venait à arriver, on sait qu'on peut se tourner vers eux, heureusement, ils seraient réactifs, je pense, et je pense qu'ils pourraient nous guider là-dessus à trouver une solution à un problème en interne. On s'en passe, mais encore une fois, mais je pense qu'on va se tourner vers eux. La remarque que je me fais à propos de la baguette magique qui vous a fait tendue,
c'est qu'aucun d'entre vous n'a demandé de faire appel à des financements et d'avoir des plans de développement tous azimuts de vos activités. Est-ce que tous les auto-entrepreneurs ne deviennent-ils pas milliardaires dans quelque part? Vous battez en brèche cette notion de plus en plus développée. Nous, je ne sais pas pour toi, Pierre-Olivier, mais le but, c'est vraiment de développer l'activité. Pour en parler, on ne s'est pas lancé dans l'entreprise de livraison à vélo pour devenir riche. On s'est planté quelque part. Notre priorité, c'est pas d'engranger un maximum de capitaux. Mais pas pour pas le sens de ma question. Avoir des fonds pour pouvoir développer l'idée, aller jusqu'au. Amener l'idée beaucoup plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement l'aspect capitalistique. Là-dessus, ça viendra avec le temps. On n'est pas dans l'urgence. Encore une fois, on fait nos preuves. On apprend sur le tard, on est autodidacte. Donc si on allait plus vite que la musique, on finirait par se planter quelque part, je pense. On apprend à faire avec ce qu'on a et petit à petit, on développe justement. C'est notre rythme. Pour nous, en tout cas, c'est comme ça. De mon côté, je pense que je peux être assez sévère avec moi en disant que ça, c'est vraiment un côté de l'entrepreneuriat sur lequel je suis très mauvais. Je considère, moi je viens d'un milieu paysan, et donc je récolte les fruits, je les ressème, et j'y vais trop avec cette logique-là. Et ça marche très bien, hein. Donc, avec mon modèle éco, je vends une yourte, j'ai des produits, voilà, je refais une autre yourte, j'ai de quoi vivre un peu, mais effectivement, il y a des moments où je galère un peu. Si je veux financer l'achat d'un camion, je rame un peu. Après, la chance que j'ai, c'est que moi je suis vraiment entouré d'un réseau d'amis, d'entrepreneurs qui est très soudé. Donc, en l'occurrence, j'ai eu besoin l'année dernière d'acquérir un camion, et donc j'ai été sollicité sur le réseau d'amis. On fait des prêts sous sein privé et ça fonctionne très bien. Donc, mais oui, je suis pas dans la logique, ça pourrait fonctionner. Hein. Là, je vais solliciter les banques, j'ai un crédit, je fais avec des yurts en série, je les vends. Effectivement, ça pourrait fonctionner, je pourrais me développer un peu plus, et éventuellement voilà, acheter des outils plus performants et tout ça, mais je suis assez frileux avec ça. J'aime bien y aller à mon rythme, personnellement. Je dis pas que c'est juste ou pas, c'est que je me respecte moi-même dans cette voie-là. C'est pas très esprit start-up, ça c'est sûr. D'ailleurs, personne n'avait utilisé ce mot. Ok, mais justement, sur les mots, sur les termes, il y a déjà pas mal de termes qui ont été utilisés. On a parlé du sens au travail, enfin vous avez parlé de ça. On a parlé des économies sociales et solidaires, enfin, des scopes, etc. On entend parler de plein d'autres concepts dans la littérature, dans notre environnement. On parle d'entreprise à mission, par exemple. Donc, tous ces concepts, moi j'appelle ça des concepts, des choses qui sont réelles des fois, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous sentez entraîné par ces choses-là, participer de ces courants-là, ou au contraire, c'est des choses qui vous passent au-dessus des oreilles et que vous n'avez rien à faire avec? Voilà. Quel est votre rapport avec ces notions ou ces concepts? Alors, nous, pour répondre rapidement, l'entreprise à mission, c'est pas vraiment quelque chose une case dans laquelle on rentre en tant que coursier à vélo. Donner du sens à notre travail, ça par contre, oui, on essaie d'en trouver, et on essaie de l'en donner tous les jours. En trouver plus facilement, enfin, donner plus facilement trouver. Mais en soi, oui, comment dire, on trouve du sens à notre travail. Après, des entreprises à mission, entre guillemets, non, on se croit pas là-dedans. Enfin, c'est pas dans nos prérogatives. Nous, on est plus sur des sens concrets, hein, la fluidification des axes, décarboner un peu les centres-villes, désengorger un peu les axes principaux à Niort, enfin, toutes ces choses-là, le but c'est pas... Pardon, je me suis perdu, excusez-moi. Le but, pour vous, c'est pas de vous inscrire dans un de ces mouvements et d'être porte-parole, ou d'être expérimentateur d'une nouveauté, d'une innovation en matière d'organisation d'entreprise. Non, bien sûr. Après, on rentre dans l'économie sociale et solidaire, de par le statut de coopérative, ce qui est logique, et les valeurs qu'on
revendique. Enfin, ça va de soi. Mais après, effectivement, le but, c'est pas de cocher un maximum de cases pour s'inscrire dans des courants qui plaisent bien en ce moment. C'est pas dans notre idée. Après, oui, l'économie sociale et solidaire, on s'identifie forcément à cette, comment dire, c'est ce courant parce que ça nous représente en fait tout simplement chacun à notre échelle, en tant que ce soit Carl, Jérémy ou moi, on a tous un pied là-dedans. Ok, je vais peut-être pas passer de la question. Pardon. Ouais, enfin, pour nous, c'était pas l'entreprise à mission, c'était pas. Bah, c'est autre chose. Peut-être Olivier. Moi, pour revenir sur l'entreprise à mission, en fait, je ne sais même pas trop de quoi il s'agit. En fait. Non, c'est vrai. J'ai pas forcément cherché. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourra en parler un peu plus? Oui, toi, tu veux? Je veux bien dégrossir. Je connais quelques autres qui ont plus. Ah ben, donc si la d'autres, je peux faire que les autres le fassent, parce que moi je connais ça de loin souvent. Vas-y, vas-y. Enfin, j'introduis, on va dire. Hein, et puis comme ça, ils compléteront. C'est un statut, c'est une sorte de label qui a été créé par, je ne sais plus quelle administration française, parisienne, certainement, une sorte de label pour faire reconnaître des entreprises qui s'engagent à d'autres missions que de faire du profit, sans être pour autant des coopératives, etc. C'est pas nécessaire. Le seul critère qu'on leur demande, c'est de s'engager à définir et mettre en œuvre une mission. Voilà. Et ça peut être très très large. Ça peut recouvrir pas mal de choses. C'est juste, voilà. C'est ce que j'en ai compris. Hein. C'est issu d'une loi, la loi Pacte. Voilà, c'est ça. C'est intégré dedans. C'est cette loi qui a défini ce genre de choses. Voilà, c'est récent. Je ne sais pas s'il y a d'autres compléments. Moi, je crois que sur Niort, par exemple, j'avais lu un article sur la manif. Canif. Manif. Ah, mais la manif, elle en fait partie. Oui, peut-être. Les deux en sont titulaires de. D'accord. Se revendiquent de cette notion. Parce que pour la canif, c'est intéressant. C'est que la CAMIF, c'est structuré là-dessus, puisque ça n'est plus une coopérative. Donc, elle n'appartenait plus à l'ESS. Mais sa direction a voulu maintenir une façon de gérer son activité qui corresponde à certains engagements, notamment par exemple en localisation, en réutilisation de matériaux, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont défini leur mission. Je me suis avoir fait un article là-dessus, je l'avais documenté. C'est tout ce que j'en sais pour la qualif. Donc effectivement, c'est pas vous. Oui, c'est pas une notion très très répandue et puis qui a été assez récente. Mais sur les autres notions, les autres concepts, qu'est-ce que... Donc moi, effectivement, l'ESS, j'en fais pas non plus partie. Même si c'est un univers que je côtoie, mais je ne vais pas forcément en parler. Moi, j'ai plus axé sur le sens au travail. Pour moi, c'est sûr que c'est vraiment un gros moteur. Trouver du sens dans ce que je fais, je ne verrai pas... en tout cas, si je ne trouve pas du sens dans ce que je fais, j'arrête ou je change. C'est vraiment comme ça que je conçois les choses. Donc, pour moi, c'est un moteur, un élan de vie, un guide aussi. Et du coup, quand ça commence à frotter un peu, quand il y a des choses qui me dérangent, c'est là que je vais m'interroger, je cherche pourquoi, et je me positionne. C'est soit je change quelque chose pour qu'il y ait de nouveau du sens, soit j'arrête. C'est un petit peu ça. Ce qui fait que je me pose beaucoup de questions. Et j'ai aussi conscience du piège en fait, dans lequel on peut tomber. Et on est finalement un peu dans cette injonction à trouver du sens partout, je trouve, dans nos vies professionnelles. Et c'est peut-être un peu trop, c'est aussi ce que je me disais, que finalement, donc voilà, je vous l'ai dit, moi je viens du monde paysan, c'est une grande fierté pour moi. Quand je repense à mes deux grands-pères, de leur adolescence jusqu'à leur retraite bien tassée, ils ont travaillé la terre, ils ont élevé leurs animaux. Finalement, ils étaient à leur place, ils ne se posaient pas du tout la question de savoir s'ils allaient faire autre chose. Et le sens de leur vie, il était ultra simple. Et moi, c'est deux personnes que je voyais qui étaient vraiment droites dans leurs bottes, heureuses d'être là. Ah, c'était pas facile leur vie, je peux dire le contraire, mais... je trouve qu'on est peut-être quelquefois un peu trop dans l'ex inverse à chercher du sens partout, alors que quelquefois,
se lâcher un peu la grappe. Je parle pour moi. Voilà. C'est bien ce qu'on voulait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a des termes, on invente des termes partout, hein, le burn-out, le bore-out. Je pense que, puis il y en a sûrement plein d'autres, ça illustre vraiment ça, qu'on est paumé en fait aujourd'hui, quoi. Et j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on veut plus, c'est déjà bien, hein. Mais comment on fait pour vraiment savoir ce qu'on veut, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà ce qui me venait par rapport au sens au travail, en tout cas. C'est sûr que c'est un axe fondamental, mais on a peut-être à trouver le juste milieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui. Moi, sur le choix de vos métiers, en fait, je suis d'une génération où, à la limite, vos métiers étaient dénigrés. C'est-à-dire que si moi j'avais dit à mes parents que je voulais faire ce que vous faites là, on m'aurait dit tu peux peut-être bien faire autre chose, quoi. Tu vas qu'aller à l'école et tu vas faire autre chose. Est-ce que vous sentez que maintenant il y a un autre regard là-dessus, ou est-ce qu'il faut encore batailler pour dire on fait ces métiers qui sont des métiers manuels, qui sont des métiers de contact, mais qui sont hyper aussi importants que d'être cadre dans une grande société ou... Est-ce que vous ressentez ça, ou c'est moi qui me fait des films? Pour ma part, je pense qu'il y a effectivement toujours des gens qui pensent comme ça. Après, j'ai de la chance d'avoir un environnement. Les proches me soutiennent beaucoup, sont à l'écoute de ce côté-là. Même s'il peut y avoir des inconnus qui se disent oui, vraiment la livraison à vélo, c'est son travail, c'est sa vocation, il l'a choisi. S'il y a des gens qui pensent ça ne me regarde pas vraiment. Enfin, moi, tous les gens qui comptent me disent ce que j'ai envie d'entendre, entre guillemets. Donc, là-dessus, je ne me pose pas forcément la question, j'avoue, au quotidien, est-ce que je l'impressionne, est-ce que je fais ça, ou est-ce qu'il se dit que je suis son fifre, entre guillemets. Ça ne me tarde pas, quoi, vraiment. Pour ma part, je soutiens des gens qui comptent, en tout cas. Donc, ouais, c'est une question intéressante. Pour reprendre un peu la fresque familiale, ma grand-mère a pris le métier de couturière. Elle s'est mariée avec mon grand-père, donc elle a dû faire paysanne. Voilà, elle a laissé tomber son envie. Ma mère donc était... mes grands-parents lui ont payé des études, elle a pu devenir instite, donc elle a fait un petit peu déjà un chemin différent. C'est un métier reconnu, donc c'est vrai que pour moi, je retourne 10 ans en arrière. Bon, ma mère m'a payé des études scientifiques, machin truc. Elle a quand même investi sur son fiston. Et puis, il part faire un métier un petit peu risqué, on va dire ça comme ça. Elle m'a laissé faire, mais quelques doutes quand même. Donc il a fallu que je me justifie un petit peu. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça, quoi. Même dans mon environnement global, je trouve que vraiment, c'est intéressant parce qu'en 10 ans, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Je le constate, notre question est très intéressante. En perspective, moi, aujourd'hui, je suscite plus l'envie, finalement, que le questionnement. Et vraiment un retournement de situation, je le constate. Je crois quand même qu'il faut constater, de façon générale, qu'il y a, alors est-ce que c'est lié à la crise du Covid ou pas, mais bon, c'est quand même un phénomène de société. Il y a quand même un nombre absolument incroyable de personnes qui étaient cadres à la défense, hein, je ne sais pas, dans les banques, enfin tout ce qu'on veut, etc., qui aujourd'hui font des reconversions, je ne sais pas quoi, cuistots, ferronniers, enfin revenir un peu dans le même esprit que ce que vous faites, c'est-à-dire en plus, eux, ils quittent la ville pour venir à la campagne, donc retrouver un cadre de vie, retrouver un confort moral, entre guillemets, et du sens, que ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, je veux dire, c'est quand même, je ne veux pas dire que c'est une lame de fond, mais c'est une tendance qui commence à... Il y a des places de formation, il y a des centres de formation qui avant allaient faire de l'ARTAP pour recruter, enfin pour faire venir des stagiaires qui aujourd'hui ont des listes d'attente, etc. On voit des gens comme, je sais pas, 35, 40 ans qui plaquent tout et qui recommencent à mi-carrière, qui repartent sur un métier qui a vu lieu de ce qu'ils faisaient avant. Enfin, c'est un peu le sens aussi de la soirée, c'est les nouveaux modes de
travail. Complètement. On n'est pas allé justement chercher des gens qui venaient d'un boulot de cadre dans une tour de la défense, qui s'était installé dans le poitou pour des fromages, je cherche. On n'est pas allé chercher ces gens-là, on s'en souvient peut-être, parce qu'en fait, la réflexion qu'on s'est faite quand on a préparé, c'est que peut-être il y a une médiatisation de ces profils-là qui est forte et sans doute au-delà de la réalité, qui amplifie la réalité numérique. Oui. On a partagé ça avec Claude aussi. C'était pratiquement le premier point qu'on lui demandait, c'était c'est quoi le panorama aujourd'hui? Les salariés, est-ce que ça existe encore? Si on écoute la radio ou la télé ou tout ça, des fois on a l'impression qu'il n'y a plus de salariés. Il n'y a que des travailleurs indépendants. Alors oui, est-ce que je veux dire? Alors que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas ce qu'il nous a dit en tous les cas. Non, j'ai bien dit, j'ai dit c'est pas une lame de fond. Oui. C'est quand même une tendance qui conjugue la nouvelle envie de travailler et pour beaucoup le besoin ou la volonté de quitter les villes. Voilà. Faut faire c'est le mix des deux. Ok, d'autres réflexions. Et aussi, on a une quatrième question. On peut l'aborder maintenant. Ouais. Alors, c'est pas la baguette magique cette fois, quoique, mais si on se projette dans 10 ans, enfin, si vous voulez dire 20, mais en tous les cas, dans un laps de temps assez important, c'est selon vous, qu'est-ce que vous appréhendez, que vous craignez, ou au contraire que vous attendez avec impatience en matière d'évolution ou de révolution, selon le terme, qui va impacter votre activité? Comment, dans 10 ans, vous voyez les choses? Il y aura eu quelle révolution, quelle grande modification qui fera que vous serez bien mieux ou au contraire vous serez plus mal? Oui. Ils ont eu la question avant, ils ont répondu. Ça fait 3 mois qu'on y cogite. Pour prendre la question à l'envers, je vais commencer par la crainte, parce que c'est un point vraiment particulier. Nous, c'est pas vraiment. On n'a pas plusieurs craintes, c'est vraiment cette peur du greenwashing. C'est un terme qui est assez à la mode en ce moment. Les pubs Amazon pour la livraison dernier kilomètre en vélo, c'est bidon au possible. Ça fait peur parce que c'est encore une fois des lobbies qui ont un pouvoir de communication qu'on ne pourra jamais avoir. De voir des entreprises comme ça se faire un pied de nez général en fait, et puis faire des pubs en faveur de la planète, des bons actes, des bonnes actions qui commencent à se mettre en place. Ça, c'est quelque chose qui fait peur et qui se généralise en fait. Donc, ça, effectivement, dans 10 ans, on se demande où on sera à ce niveau-là. Après, pour les attentes positives, il y en a aussi, heureusement. On espère que dans quelques années, le marché sera régulé. On verra peut-être un peu moins de grosses plateformes, de Uber, des Migros, etc. Partout, enfin, dans notre secteur. Après, je parle pour nous, mais on espère que ça, ce sera en place, une régularisation du marché, un peu moins de laisser aller au lobby en place. On espère qu'il y aura plus de politique locale en faveur de l'écologie aussi. Mettre en avant des nouveaux modes de consommation et de production, on espère. Ouais. Pour notre secteur, en tout cas, ce serait bénéfique si les politiques locales s'orientent un peu plus sur ça, sur les nouveaux modes de déplacement, décarboner les routes, désengorger les routes, toutes ces petites choses qui serviront en plus sur le long terme. On aimerait bien un peu plus de sensibilisation du public professionnel aussi, vis-à-vis des solutions logistiques qu'on propose. Nous, on doit encore justifier qu'on bouge plus vite qu'un camion en ville, qu'on passe autant de volume sur un délai qui sera plus court. Mais on doit encore l'expliquer, le justifier par des statistiques, etc. Alors que c'est quand même une activité qui est en place dans plein de villes aujourd'hui, à Paris, à Nantes, à Lyon, à Bordeaux, enfin, partout ça se fait. L'interdiction totale des véhicules en ville, c'est une évolution que vous attendez? Alors non, je ne dirais pas l'interdiction totale, parce que je suis personne, je ne vais pas interdire aux gens de se déplacer en voiture, c'est pas ça que je veux. Mais par contre, c'est vrai que quand je vois que dans le centre-ville de New York, par exemple, on voit des panneaux interdits de circuler à vélo à partir d'ici, alors que toute la journée, il y a des utilitaires qui passent faire des livraisons à droite à gauche, moi ça me dérange, enfin à titre personnel. Après, des petites choses comme ça, des deux poids, deux mesures, toujours pour écraser l'individu et laisser la place aux géants, ça me dérange.
Après, non, je ne veux pas interdire l'usage de la voiture aux particuliers. Enfin, évidemment, il y a des gens qui en ont besoin. C'est pas ce que je dis. Moi, je choisis de me déplacer à vélo principalement. Et même ce soir, vous voyez, je suis en voiture. Enfin, c'est... on a tous nos limites. C'était donc des voitures encore, mais un peu plus de place pour les vélos. Oui, voilà. Enfin, encore une fois, je parlais du public professionnel. En l'occurrence, on peut désengorger les axes principaux des centres-villes à des heures qui gênent tout le monde, tous les actifs, tous les gens qui partent au travail, souvent se retrouvent dans des bouchons. C'est aussi à cause de ça, c'est à cause des camions qui viennent en ville, etc. En sens, donc, on peut, en plus du covoiturage, envisager des solutions comme ça, quoi, tout simplement. Ok. Bon, avant 10 ans, ce sera fait, tout ça. On espère. Toujours du bois, comme on dit, mais... Compétence partagée. Oui, c'est ça. Et alors, des yaourts en plastique, c'est ça? Exactement, donc des yaourts en plastique 2 secondes, donc on les jette en l'air. Mais tu mets 3 mois à les Le nombre de clients qui me demandent vous n'avez pas les yaourts 2 secondes? Oh là là. Je n'ai pas encore inventé ça. Moi aussi, je vais commencer par une petite vision assez pessimiste. Je vais peut-être dire quelques gros mots, mais bon, ça fait aussi partie d'une certaine réalité. Moi, le temps du Covid, finalement, ça m'a donné un peu l'occasion de m'intéresser à l'économie mondiale, un peu à la géopolitique, en fait, tout ça. C'était passionnant. Et j'ai regardé un petit peu ce que nos amis du Forum de Davos pouvaient raconter là, quand ils se réunissaient. C'est intéressant aussi de les voir nous cuisiner pour la suite, quoi. Donc leur vision, si j'ai bien compris, parce qu'après je suis pas un spécialiste, mais ils se disent que pour se faire encore plus de pognon sur notre dos, finalement, ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on qu'on ne fasse plus de la location des biens ménagers, de tout bien en fait. Ils sont prêts à nous louer tout en fait. Donc ça me fait assez rire parce que finalement, le peu que je comprenne, je me dis mais c'est un super mélange entre capitalisme et communisme, c'est un bon mélange là et c'est un peu leur recette parfaite. Ouais. Donc moi ça me fait sourire parce que finalement c'est quand même le marché dans lequel j'évolue, la location. Alors quelle stratégie du coup j'adopte, parce que d'un côté je suis pas forcément d'accord avec leur vision. Et puis d'un autre côté, je profite aussi quand même de ce marché-là. Donc il ne faut pas non plus être complètement hypocrite. Donc moi en général, je ne suis pas non plus un grand militant, je suis plus dans mon idée de proposer des alternatives tout en étant dans le courant, plutôt que de m'opposer frontalement. Donc je me dis qu'avec mon activité, l'idée c'est de pouvoir proposer de l'éthique dans ce que je fais, d'être encore vraiment dans la démarche de me mettre en quelque sorte à nu, parce que moi je l'apporte vraiment, ma passion, je trouve qu'elle me fait vivre, encore une fois intérieurement, extérieurement. Ma question c'est comment je peux le démontrer en fait, comment ça peut être un exemple en fait, comment moi je peux être l'exemple de ce que je voudrais que la société soit en fait, en quelque sorte avec mon activité. Tout en étant conscient de toutes ces réalités qui ne sont pas toujours très roses. Ça, c'est après, voilà, faut pas se voiler la face. Voilà, c'est à peu près ça. C'est ça, en fait. Ce qui nous reste, c'est notre qualité d'être. Et j'ai vraiment l'impression que c'est cet axe-là qui peut faire la différence quand on voit toutes ces bêtises. Mais c'est vrai que quand on voit les pubs qui sont capables de nous pondre, mais c'est tellement aberrant que je nous souhaite vraiment d'être dans une qualité d'être qui nous permette de reconnaître que là, ça va trop loin et de se positionner de plus en plus facilement, de dire là, en fait, je suis capable de me passer de ce service-là. Finalement, ils sont tellement en train de se foutre de nous que là, c'est too much. Je pense qu'on ne va pas faire de polémique sur ce qui se passe actuellement, mais je pense qu'on en est dans un exemple tellement flagrant que moi, je me réjouis finalement de voir les pieds de nez que les gens font sur la bêtise, quoi. C'est ça en fait, c'est sur l'axe-là, c'est ce qui nous reste en fait, d'être intelligent du cœur. Et voilà, ça par contre c'est positif. C'est peut-être ça la résistance, quoi, en quelque sorte, la révolution. Voilà, c'est un peu ça, hein. C'est ce que j'avais mis en conclusion ici pour remettre un peu une vision positive sur tout ça. Moi, dans mes lectures et puis dans quelques reportages que je peux regarder, on a de plus en plus connaissance, on rencontre de plus en plus d'entreprises qui innovent dans leur manière de porter leur gouvernance,
qui propose des idées assez innovantes, assez révolutionnaires, qui remettent vraiment l'humain au centre. On va parler du concept d'holacratie, c'est donc des entreprises qui fonctionnent sans hiérarchie. Alors sans hiérarchie pyramidale, après il y a toujours des gens qui se positionnent, c'est la nature aussi. Dans la forêt, il y a des gros arbres et des petits arbres, voilà, ça on ne l'empêchera pas. Mais disons que les décisions, elles sont prises d'une manière assez différente et innovante. Je ne sais pas si on va avoir le temps de vraiment développer tout ça, puis moi je ne suis pas non plus un expert dans le sujet, mais tout un chacun dans ces entreprises-là peut être amené à prendre ses décisions, donc à se responsabiliser. Et voilà, peut-être si ça vous intéresse, pour illustrer un petit peu l'exemple d'une décision prise dans ces entreprises-là, on est sur une chaîne de production, il y a donc les ouvriers qui sont sur cette chaîne, ils constatent que la machine elle est au bout du rouleau. Eux-mêmes peuvent prendre la décision de changer la machine, sinon normalement c'est les principales concernées. Mais pour cela, ils vont aller voir le technicien en lui disant « Mais dis donc, tu crois que si on prend telle machine, là j'ai le catalogue, tu crois que notre installation électrique ça pourra fonctionner ?» Oui, non. Et ils vont solliciter un peu les avis comme ça de droite de gauche pour se faire vraiment leur propre expertise, et c'est eux à la fin qui prendront la décision. Peut-être qu'ils iront contre l'expertise d'un tel, mais ils se diront « Non, vraiment, cette machine on veut la changer ». Et ça change vraiment la donne sur ça. Il y a plein d'entreprises comme ça qui trouvent des manières de fonctionner un petit peu différentes, souvent inspirées finalement des principes de vie, principes organiques. Je parle beaucoup de la forêt, ça m'inspire beaucoup, mais c'est un petit peu calqué sur ces modes de fonctionnement organiques. Dans une forêt, il n'y a pas de chef par exemple, et tout le monde est amené à fonctionner ensemble. Je parle aussi moi j'appelle ça des technologies sociales, et j'aimerais... Moi, je les vois en fait arriver donc, elles ont été développées pour les grosses boîtes il y a une bonne dizaine d'années, et petit à petit, en fait, je les vois apparaître dans nos sphères plus proches, dans les assos. Je rêverais de les voir s'installer aussi dans les familles, dans tous nos petits collectifs, petit à petit, quoi. Voilà. Une sorte d'intelligence collective qui arrive. C'est un petit peu la vision positive que j'ai pour contrebalancer aussi la réalité aussi qui n'est pas toujours très rose sur un plan global. Une belle perspective, en tous les cas. On ne sait pas, tu n'as pas répondu à la question des 10 ans ou pas 10 ans, mais en tous les cas, tu m'as un peu rêvé, et c'est dur. Et que ça vous inspire des réflexions. On a encore un peu de temps. Vraiment, on s'arrête à 22h30, donc c'est bon, comme on a un invité de moins, on a largement gagné du temps sur notre planning initial. Non ? Oui, Claude ? Oui, je pense que en réaction aux idées qu'on avait d'ailleurs évoquées très 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 brièvement au tout début, et dont Pierre-Olivier se fait l'écho sur les techniques de management. En fait, ça revient à ça, la gestion, dans le langage d'aujourd'hui, la gestion des contraintes humaines au sein d'un collectif de travail. C'est une dimension intéressante. Et il faudrait aussi la mettre en relation avec les structures financières. C'est-à-dire que c'est là où le bas blesse souvent dans les entreprises qui cherchent à innover dans la gestion du personnel pour l'impliquer davantage, par exemple. Et je crois que là, ce soir, on va pas le temps, ça vaudrait la peine effectivement de s'appuyer sur des exemples. Mais je pense aux expériences qui avaient été menées par Volvo, ça remonte, pour casser les chaînes. Avec les équipes autonomes, etc. Bon, ça remonte à loin cette idée-là, et très vite la sanction elle est tombée. On veut de la sécurité dans les plannings et on veut du profit dans les comptes. et finalement, à chaque fois, la dimension humaine a été une fois de plus roulée sous le tapis. Donc effectivement, peut-être qu'on est dans une époque où l'état de maturité de nos activités économiques est tel qu'on ne peut peut-être plus faire l'économie de cette réflexion-là. Mais ça soulève beaucoup d'autres questions. Alors, en particulier, c'est là où je voudrais... J'avais une question tout à l'heure pour le coopérateur, et qui est celui-là. Le fait d'être coopérateur, c'est quand même une dimension importante pour vous. Si vous avez choisi ça, vous auriez pu être micro-entrepreneur.
Alors oui, on aurait pu, j'imagine, chacun monter notre micro-entreprise et tout appeler sur une capitalisation rapide. Là, c'était encore une fois pas le but. Hein. On voulait vraiment créer une activité et la développer. C'était encore une fois pas une question pécuniaire de monter ce projet. Sinon, encore une fois, si j'avais voulu juste faire de l'argent, je n'aurais pas quitté les assurances. Voilà, je ne serais pas orienté vers la course en vélo, en tout cas pour essayer de générer un compte en banque. Amazon est déjà sur le coup, j'ai raté le truc. Oui. Pour l'argent, oui. Voilà. Non, après, oui, le statut de coopératif est bien sûr très important pour nous tous, hein, tous les trois. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers ça. On aurait pu partir sur une cible ou autre, mais on a choisi, c'était délibéré. Je n'ai pas répondu à la question. Est-ce qu'il y a une réflexion de votre part sur, dans une coopérative, on sait qu'on ne peut pas cumuler les profits, c'est que la part des profits qui reste dans l'entreprise est fixée par les statuts. Ça veut dire que ce qu'on apporte, on l'apporte au collectif et on ne peut pas le retirer quand on soit. C'est la grosse différence avec le SARL classique, par exemple. Exactement. Donc ça, vous le saviez bien. Ah oui, mais c'est encore une fois, tout est délibéré, voilà, on l'a choisi, hein, c'est étudié. On a tout à fait opté pour la coopérative de notre plein gré. Hein. C'était pas, personne ne nous a mis de pression derrière pour nous dire il faut absolument que vous rédigez les statuts sous ce. Non, c'était choisi vraiment. Donc, le but, c'est vraiment de créer quelque chose à notre échelle sur le territoire interne. C'était pas de générer une activité juste pour le plaisir de le faire en tant qu'auto-entrepreneur. On avait tous notre situation avant ça, c'était étudié, quoi. Il y avait une question là. Oui, moi j'avais une question pour Pierre-Olivier. Comment est-ce que vous êtes perçu dans votre environnement? Vous dites que vous êtes là avec le paysan, donc vous êtes très, très fier, juste ce type. Et moi je suis en train de lire un roman d'Éric Fotorino que j'ai rencontré d'ailleurs à New York, parce qu'il a été invité à la librairie des Halles il y a quelque temps. Et ça se passe dans le monde paysan et c'est une histoire de transmission entre un père et son fils. Et le père a une vision plutôt traditionnelle de l'agriculture, contrairement au fils qui veut développer la filière, etc. Et là, je vis dans un milieu très, très rural où le monde paysan est encore très présent. Comment est-ce que vous êtes perçu dans cet environnement? Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est au contraire une difficulté? C'est un petit peu ce que j'exprimais tout à l'heure avec la question sur les 10 ans en arrière. C'est vrai qu'il y a 10 ans, voilà, quand j'ai dit à ma grand-mère, voilà, je fais ce métier-là, c'est pas un métier. Mais comment tu vas faire pour vivre, etc. Donc forcément, ouais, il y a ces questions-là qui sont fortes. Hein, ils n'ont pas du tout le même sens. Mes grands-parents n'avaient pas du tout le même sens des valeurs ou des choses que moi je peux avoir. 10 ans après, finalement, ils voient que ça fonctionne. Quand elle voit que son petit-fils passe à la télé, alors là, c'est une sorte de reconnaissance, c'est dommage, mais je sais que ça y participe. Donc voilà, une fierté. Quand elle voit que je vais installer des yurts, j'ai une grand-mère qui est normande, donc quand je vais installer des yurts là-bas, alors là, c'est incroyable que tu viennes travailler chez nous. Alors, donc ça participe en fait petit à petit, elle voit que elle comprend pas pourquoi, mais ça fonctionne. Donc du coup, voilà, puis elle voit que je suis pleinement épanoui, que ça nourrit ma famille, donc à partir de là, ça fonctionne bien. Après, j'utilise beaucoup, hein, vous avez observé les métaphores de la nature pour m'expliquer, et je fais la même chose dans mon métier. Et c'est quelque chose aussi que je suis aussi capable de leur partager. Et ça leur permet un peu d'avoir une autre vision qu'avec des mots barbares qu'ils ne comprennent pas. Et je crois que c'est quelque chose qui nous rapproche toujours. En fait, c'est ce qu'ils m'ont transmis. Et c'est ce que moi, je transforme un peu à ma façon, finalement, dans mon activité. Donc il y a toujours des ponts comme ça qui existent. Et en utilisant ces métaphores-là, je trouve que mes anciens me comprennent aussi pas mal, quoi. Et puis après, j'ai toujours été un peu l'original de ma famille, donc après, c'est aussi à force accepté, je pense. Voilà. C'est ça. Donc bon, là, au bout d'un moment, s'ils voient que ça fonctionne, ça fonctionne. Moi, je voulais dire dans l'environnement communal, par exemple, parce que je suis à ouais. local et je vois que Saint-Pardoux et une commune où il se passe pas mal de choses. Donc, il y aura le forum numérique. Ouais, je dis, ouais. À Saint-Pardoux, donc
dans cet environnement-là, est-ce que Ah, vous c'est- avez réussi à vous insérer? Ouais, je pense que là aussi, ce que vous dites, c'est intéressant. C'est que je pense qu'il y a des territoires aussi qui sont aujourd'hui plus ouverts que d'autres. Et là, effectivement, j'ai la chance, je dirais, moi, d'être, sans faire de lèche-botte, hein, mais d'être installé sur Saint-Pardoux, qui est une commune qui veut cultiver ce dynamisme-là. Avant que j'arrive, c'était comme ça. Et donc, forcément, une activité qui rayonne, qui fait parler un petit peu du village et qui amène un dynamisme, elle est plutôt bienvenue, on va dire. Après, je sais qu'il y a d'autres communes où c'est différent, peut-être un peu plus conservateur, donc c'est une activité comme la mienne aura peut-être plus de mal à se positionner. Voilà. Après, moi je suis passionné aussi de dynamisme rural, donc j'ai aussi choisi soigneusement là où je m'installais. Je sais que du côté de Partenay, on a la chance d'avoir une dynamique de plus de quasiment 50 ans maintenant, de dynamisme associatif, d'échange entre cette petite ville qui est Partenay et la campagne autour. Il y a vraiment des liens qui sont des liens mutuels. Et moi, c'est pour ça que je me suis installé sur ce territoire-là, en connaissance de cause. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a cette place-là et qu'on est reconnu avec les valeurs qu'on amène. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Olivier, vous avez dit que votre épouse s'occupait de la culture, nous, plutôt de la charpente. Mais quel est son statut dans ce projet? Alors elle, du coup, elle est micro-entrepreneuse. Donc elle est indépendante. Je pense que moi, je dois représenter 25% de son CA, je pense, quelque chose comme ça, aujourd'hui. Et là, elle est vraiment très très sollicitée. En fait, elle bosse bien, ça commence à être pas mal reconnu. Donc il y a pas mal d'entreprises et de particuliers qui viennent la solliciter. Donc un fabricant de dômes, donc c'est des sortes de demi-sphères qui fait fabriquer ses toiles par elle. Elle fabrique des housses d'instruments de musique aussi, des housses de style drum, donc c'est des housses assez imposantes. Sur la fabrique, en fait, on a installé son atelier de couture un peu à l'image des voileries. Donc à savoir que sa machine en fait à coudre, c'est une grosse machine industrielle, elle est encastrée dans le sol, dans un caisson, et donc elle a une salle de 50 mètres carrés qui lui sert comme une table. Et donc ça lui permet de coudre des grosses toiles. Donc elle est plutôt sollicitée pour la parler particulier au local, c'est réparation de stores, de pergolas, de parasols, de voiles d'ombrage. Voilà. Et puis il y a d'autres pros qui viennent aussi la solliciter, d'autres projets là qui arrivent. Et elle se positionne aussi, parce que c'est son affinité, sur la scénographie et plus la décoration un peu pour les théâtres ou les choses comme ça. Donc, voilà, très, très occupée. L'avantage pour nous d'avoir deux statuts comme ça, micro et moi c'est une SASU, donc société par action simplifiée unipersonnelle. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux statuts, mais nous on se débrouille pour cumuler les deux. Donc moi je fais l'approvisionnement matière, et puis elle a juste à facturer sa main-d'œuvre. Donc c'est sûr qu'avec une micro qui est donc chargée sur son chiffre d'affaires, c'est plutôt cohérent pour nous. Oui. Sinon, s'il y a d'autres questions sur la fabrique, venez voir. C'est un administrateur peut-être de la fabrique. J'ai l'impression que oui, il y a quelque chose est en glissant. S'il n'y a plus de questions. J'ai une dernière question, indirectement pour les trotteurs. C'est la publicité, enfin, comment la publicité des restos qui vous sollicitent. Il y a une action de consommateur. Pour aller chez un restaurant, commander chez un restaurant qui vous emploie et pas tomber sur un restaurant qui fait. Alors, c'est une excellente question. Le principe, c'est effectivement de passer par notre plateforme. Donc, nous, on a un site web. On passe par là. La plupart des restaurants avec qui on travaille le disent sur leur boîte vocale quand on appelle, dans la musique d'attente. Mais en soi, il faut passer par le site web directement, avec Grossier-Liberté, et puis vous trouverez la liste des restaurants.
Sur Tape Coursier Niortais, on tombe sur votre Sur Google, vous tomberez sur notre site web, effectivement. Ça va être ça. Venir à la fabrique, c'est possible de venir voir directement. Ah oui, oui, complètement. Dans l'idéal, les vendredis, en fait, c'est notre temps un peu plus collectif, entre 17 et 20 heures, mais après, oui, on peut venir. Maintenant, on a la chance d'avoir 2 personnes qui sont employées, salariées par l'ASSO, dont un poste de facilitatrice, et donc cette personne-là est à même en fait d'accueillir. Alors, elle n'est pas là tout le temps, mais elle est aussi à même d'accueillir, de partager un peu le projet, puis il y a toujours du monde, de toute façon. Vaut mieux vous appeler avant. C'est toujours mieux, ouais. C'est toujours mieux. C'est bon, on peut... Non, toi, tu veux dire quelque chose? Ouais, moi, j'ai une question qui me taraude depuis pour Adam. Sur la question de l'aménagement de l'espace public pour les pistes cyclables. C'est bien de la compétence de la commune. Laquelle? La CAN. Et donc, est-ce qu'il existe à Niort des associations, de lobbying dans ce sens-là? Il y a l'association Vélo normalement que je connais. D'accord. Il y en a sûrement d'autres. Mais Vélo, je sais que c'est encore compliqué. Ouais. Parce qu'ils sont pas. Enfin, Vélo notamment, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas certain qu'ils aient une force de frappe, enfin de lobbying. Oui, c'est la question de ils ont des contacts, mais après. Il y a des contacts, à moi. Il semblerait, enfin, moi je ne suis pas à l'intérieur, des relations entre les partisans du vélo, que ce soit vélo ou d'autres, que les relations avec la municipalité soient toujours pas facile. Pas simples. Il n'y a pas de souci. Hein. Je crois qu'il y a des positions un peu bloquées de chaque côté. C'est qui rapporte le compte, hein, je peux vous le dire. Des aménagements de style demandent toujours des concessions de tous les côtés, hein, forcément, que ce soit radical pour le vélo ou contre. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est. Du coup, on sort complètement du sujet, mais c'est des choses qui sont très localisées. C'est-à-dire que, par exemple, le projet de piste cyclable qu'il y a eu entre la place Saint-Jean et la place du Roulage, bon, bah, ça a duré 1 an, cette expérience-là, mais forcément, aussitôt, il y a l'association des commerçants de la rue qui a sorti les drapeaux en disant « Ah ben oui, mais on ne peut plus se garer devant chez nous ». C'est ce genre de choses-là, c'est-à-dire que c'est des conflits très très locaux. C'est ah ben oui, tiens, il y a la piste cyclable de telle rue, bah, la rue elle est défoncée, donc du coup les vélos sont obligés de rouler sur la route. Mais, donc, dire une politique globale de vélo, on ne peut pas dire qu'il y en ait. Non, il y a trop d'acteurs de toute façon qui rentrent en jeu. Quand il s'agit de la voirie en général, on gêne les piétons, on gêne les voitures. Quand on est en voiture, on gêne les piétons et les vélos. Enfin, c'est automatique. En même temps, c'est qu'une réflexion. En même temps, quand il a fallu aménager les centres-villes et les villes pour que les véhicules, les voitures puissent y rouler, on l'a fait. Ouais. On y a mis même les camions à une époque, maintenant de moins en moins, mais on y a mis. Donc, il y a des aménagements qui sont possibles dans l'autre sens pour revenir peut-être une sorte d'arrière. Après, comme ça a été fait dans un sens, ça peut être fait dans l'autre. Comme le disait Adam tout à l'heure, c'est vrai que quand on arrive sur la zone piétonne du centre-ville, c'est-à-dire grosso modo de la Brèche jusqu'au Halles et puis les petites rues derrière, et qu'au début de la rue, il y a une pancarte pour dire à partir de là, les vélos, ou les cyclistes descendez de votre vélo. Et puis quand on est rue Victor Hugo et qu'il y a jusqu'à 11h du matin, emmerdé par les camions de livraison, il y a quand même une incohérence. Donc effectivement, ce serait peut-être mieux d'utiliser leur service pour les 1000 km avec une grosse remorque, même si elle fait 300 kg. Il faudra moins de place. Il faut livrer les petits colis. Peut-être un futur sujet pour l'UPN dans les temps à venir sur l'urbanisation et sur la mobilité en ville, par exemple, voilà, les idées. Merci à tous et merci surtout à vous deux d'avoir. Merci à vous parce qu'on n'était pas très nombreux, mais je pense que les tables rondes, c'est un format un peu particulier, mais il y a eu un échange assez conséquent, je pense.
juste vous dire un mot ou deux